Bonsoir à tous, bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau de Gentech. Nous sommes en direct comme tous les mardis soirs. Il est 22h sur Watch TV, la chaîne de tous les écrans, la première chaîne high-tech et loisirs en France. J'ai le plaisir de retrouver mon complice, mon confrère Pierrick Fay. Salut Pierrick. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président. Non, tu l'as dit 3 fois, donc je me suis dit que ça devait être un nouveau code. Dans l'émission. On va tout dire 3 fois là. Alors écoute, j'espère que non, sinon il va falloir 3 heures d'émission. Ou alors on l'a réduit à 20 minutes. Salut Benjamin. Salut Pierrick, et on est ce soir avec quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, depuis l'époque Europe. C'est Florent Lafarge, le directeur du marketing de Toshiba. Bonsoir Florent. Bonsoir Benjamin, bonsoir Pierrick, bonsoir à tous les deux. J'en ai placé 3. Pas mal. Soyez le bienvenu Florent. On se retrouve après le CES où on s'est vu il y a à peu près 3 semaines. Donc directeur du marketing de Toshiba. Alors on va parler évidemment de votre actualité dans le domaine des ultrabooks. On va parler de la télé, évidemment, gros sujet en ce début d'année. Ça l'a été aussi au moment de Noël, mais on en a beaucoup parlé à Las Vegas. On va parler aussi d'une activité peut-être un petit peu plus B2B, comme on dit, l'affichage dynamique. En pleine explosion. Voilà, on ne se rend pas trop compte, mais c'est un énorme marché aussi. Et puis vous arrivez sur des créneaux un peu nouveaux pour vous, comme la vidéo, les caméras tout-terrain. Et comme il y a une actu GoPro aussi cette semaine, ça va nous donner l'occasion de parler aussi de ce terrain-là. On parlera même de vos prototypes, de certains produits qui arriveront peut-être un jour. Peut-être. Dans le salon ou dans la salle de bain, on ne sait pas, et que justement on a vu Pierrick à Las Vegas, tu vas voir tout à l'heure, c'est assez étonnant. On parlera aussi jeu dans un instant, Pierrick, avec toi. Oui, la semaine dernière je vous ai parlé de GT6, Gran Turismo 6. Là on va prendre la version un peu plus, on va dire, survitaminée avec le nouveau Need for Speed Rivals qui est sorti. Tu vas voir, ça dépote. Et avec grand plaisir, et puis on fera aussi un tour du côté de l'actu avec un petit JT, vous verrez 2-3 infos qui ont marqué la semaine, notamment ce Very Bad Buzz qui concerne un Américain qui a voulu faire une surprise à sa fiancée en Afrique du Sud. Certains s'en sont inspirés et ça n'a pas été une très bonne idée pour eux. Voilà, on vous montrera les images et on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Bienvenue dans Gentech, c'est parti pour 1 heure de direct. Vos messages, vos questions via Twitter avec le hashtag WatchTV ou Gentech TV, vous le voyez, c'est marqué en bas de l'écran. On se retrouve dans quelques instants pour la première partie de notre interview vérité avec Florent Lafarge, le directeur du marketing de Toshiba. À tout de suite. Alors Florent Lafarge, d'abord, un petit rappel, on aime bien quand on reçoit nos invités dans Gentech avec Pierrick, un peu savoir à qui on parle. Alors on vous connaît vous, mais Toshiba n'est pas forcément une marque dont on connaît un peu l'histoire. Vous n'êtes pas des nouveaux venus. On n'est pas des nouveaux venus, effectivement. Et de l'électronique grand public. Oui, tout à fait, et de l'électrique en général. Ouais. Oui, effectivement, Toshiba est une très vieille entreprise, puisqu'elle est née il y a 2 siècles. 1800 quelque chose de mémoire, donc on va fêter nos 130 années, un peu plus, je me souviens plus exactement. Et au départ, c'était uniquement des ampoules, on y revient, mais c'était juste de l'électrique. C'est intéressant, gestion de l'énergie, effectivement. Gestion de l'énergie, donc ensuite, gros consortium qui s'est focalisé sur l'électronique en général, sur l'industrie lourde au niveau de l'énergie. Et aujourd'hui, 4 grosses divisions, sans rentrer dans le détail, une qui fait de l'infrastructure sociale en général, de l'électronique grand public. Déjà, on ne s'attend pas à ça, de l'infrastructure sociale. Oui, et puis dans l'infrastructure, on retrouve beaucoup de sujets, comme par exemple des ascenseurs. Faut pas déconner, pardon. Eh oui, des ascenseurs. Mais ça, c'est pas qu'au Japon. Alors, essentiellement au Japon. Essentiellement au Japon. Pour ces grandes parties, on retrouve ça principalement au Japon. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans d'autres pays, aux États-Unis, un peu en Europe, un peu plus compliqué, mais c'est essentiellement au Japon pour l'instant. Alors, infrastructure, de l'IT, dont nous sommes partis avec l'informatique. On retrouve aussi les copieurs, par exemple. On a une autre division qui sont les composants électroniques, cette fois-ci. Par exemple, ce sont les disques durs, les mémoires flash,
les disques SSD, enfin les fameux qui sont c'est vrai en disque dur, on vous connaît aussi. Voilà. Et on a fait une acquisition il y a très peu de temps au CZ, qui nous positionne comme un leader incontesté au niveau du stockage en général. C'est une marque américaine au CZ, non? Alors, je me souviens plus du. Il me semble l'avoir beaucoup dans les pubs américaines en tout cas. Ouais. Probablement, je peux pas le confirmer. SSD. L'avenir du stockage. Effectivement. Et ensuite, on retrouve de ce qu'on appelle de l'home appliance, les produits blancs. Alors, en français, les produits blancs, les frigos, les micro-ondes, les aspirateurs, tout ce genre de sujets. Et tout ça converge vers une idée, un concept qui s'appelle le Smart Community, c'est-à-dire en fait la gestion de l'énergie et de tous les composants qui sont intégrés, soit au niveau personnel particulier, ce que vous avez à la maison, soit au niveau de la ville ou même du pays carrément, parce que ça, dans un avenir pas si lointain que ça, il nous faudra gérer tout ce qui est énergie au niveau global pour économiser de l'énergie. C'est ça le maître mot, c'est justement la gestion de l'énergie pour le futur. Là aussi, vous êtes en train de jouer un rôle important. On joue un rôle, on a racheté il y a 2 ans Landis & Gyr, qui est je crois le leader. C'était les Suisses, ouais. Oui, tout à fait, des Suisses, dans le smart metering, alors encore un acronyme, la gestion de l'énergie sur les compteurs électriques, effectivement. Ça, c'est un enjeu très rapide, l'équipement à la maison de compteurs intelligents qui puissent mesurer et justement monitorer sa consommation d'énergie dans un seul but, l'optimisation. Voilà, parce qu'on va tous changer de compteur dans les mois et années qui viennent, hein, c'est ça, Pierre? Écoute, j'en parlerai à mon conseiller EDF, mais il me semble qu'effectivement c'est entamé. Ça pose d'ailleurs un certain nombre de questions, notamment en termes de qui contrôle, qui récupère les données. Mais oui, a priori, écoute, je vais de ce pas appeler EDF pour savoir quand est-ce qu'ils changent le bien. Ils te répondront peut-être avant demain matin. Bon, en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'on va sans doute tous changer d'ordinateur avant de changer de compteur électrique. Oui, ça oui, probablement. Et là, ça vous concerne aussi, Florent, puisque justement au CES, vous avez dévoilé. Alors, on va dire, il y a eu deux portables qui ont marqué les esprits. On va commencer par le premier, qui est on va dire celui qui est amené à avoir le plus de succès tout de suite. C'est ce fameux Kira. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'est pas un air de famille avec une certaine gamme d'ordinateurs frappés d'une pomme qui a beaucoup de succès. Je vois pas, non. En tout cas, c'est un design assez étonnant, hyper fin. Est-ce que Florent, vous pouvez nous parler de ce Kira qu'on voit à l'image? On voit à l'image. Oui, alors Kira est vraiment dans la lignée de tout le savoir-faire Toshiba, c'est-à-dire des produits fins, légers. On est un acteur qui a su quand même inventer l'ultrabook d'aujourd'hui quelques années auparavant. Et là, on va pousser vraiment à l'extrême, à la fois le poids, la légèreté, en y intégrant le meilleur de notre ingénierie, puisque alors, on va l'appeler le Carter, mais le châssis est développé dans un alliage en magnésium, qui en plus est en structure nid d'abeille. L'avantage du nid d'abeille permet à la fois de sauver du poids, donc on réduit le poids, mais en même temps d'améliorer la dureté de l'ensemble. Donc on a ce fameux compromis dureté et en même temps légèreté. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on y intègre l'ensemble de ce qui existe de mieux en termes d'informatique, que ce soit au niveau processeur, au niveau du stockage, les ports. Alors vous le voyez par rapport à ce qui existe sur le marché, ce sont des ports complets. Donc pas besoin d'avoir des dongles, un HDMI notamment. Un HDMI, des ports USB. Et une prise casque, ça vous les gardez, parce que visiblement c'est pas le cas des marques à la pomme, non, parce que j'ai compris. Oui, c'est vrai, ils passent beaucoup sur l'USB. Non, on surfe sur ce qui est ergonomique, c'est très important. C'est un produit que vous allez avoir tout le temps avec vous, qui ne doit pas faire de compromis sur l'ergonomie. Même si c'est petit, même si c'est léger, l'ergonomie est un point fondamental. Donc, ce sont des touches pleines, des ports pleins, avec toute la connectique que l'on demande sur un produit, même petit et léger. Ça confirme que l'Ultrabook a vraiment tourné la page du notebook, c'est ça?
dans les e-PC, là, les netbooks. Les netbooks. On a même oublié leur nom. Alors, les netbooks. Alors, les netbooks, c'est effectivement répondait à une demande du marché, avant de revenir sur Kira, qui était d'avoir un produit léger et tout terrain. C'était la préhistoire avant les tablettes, quoi. Voilà, alors. Ouais. Mais en revanche, avec un compromis très fort sur la performance et l'ergonomie du produit. On est arrivé avec des produits qui avaient des touches tellement petites que finalement on en a touché sur 3 ou 4. La puissance était vraiment très faible. Donc dès qu'on faisait un peu plus qu'Internet, on était paumé. Et en fait, la promesse qui était donnée au consommateur n'était pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Donc en même temps, ils n'étaient pas chers. En même temps, ils n'étaient pas chers. Oui, tout à fait. Il ne faut pas se cacher. On était en moyenne de même 250, 300 Oui, euros. je crois que le prix moyen a oscillé entre 200 et 250 euros. Oui, tout à fait. Mais en gros, il faisait rien totalement. Si il avait une fonction, c'était de pouvoir surfer sur Internet à partir du moment où on était connecté en Wi-Fi ou que l'on soit. Voilà. Et ça, c'était pratique. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on le voit, les tablettes dans le mode de consommation sont maintenant présentes où que ce soit en professionnel ou en grand public. Voilà, le netbook a marqué le premier pas de ça. Ils avaient un petit avantage aussi par rapport aux tablettes qu'on voit aujourd'hui, c'est quand on avait à taper, nous journalistes, un papier qu'on devait envoyer à sa rédaction, c'était quand même plus pratique que de taper avec, en tout cas, quand on n'a pas un keyboard, par exemple, un clavier avec sa tablette, c'était quand même un petit peu plus pratique, on gagnait quand même du temps. Effectivement, et alors donc on a vécu un effet de mode très clair, ça a explosé. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré quoi, 2 ans ? Ça a duré 2 ans, oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Nous, on a eu beaucoup de mal à rentrer sur ce marché-là, d'une part parce que l'agressivité commerciale était extrême. Il y avait une prime au leader qui était très claire. Après, on gérait du volume, donc on avait des économies d'échelle qu'on n'a pas pu rattraper, d'une part. Mais en même temps, vous n'y avez pas vraiment cru. Voilà. En même temps, on a toujours été. Je pense qu'on en avait discuté même à ce moment-là. On s'est dit, oula, faites attention. Le netbook, oui, mais le netbook long terme, pas sûr. Finalement, l'histoire nous a montré que c'était clair. C'était peut-être un marché aussi où les marges n'étaient pas forcément énormes par rapport aux marges qu'on pouvait avoir sur le PC traditionnel. Non. C'était pas une affaire de marge. Non, c'était pas une affaire de marge. Franchement, je peux pas dire ça. C'est l'arrivée que vous sentiez venir des tablettes qui vous faisait penser ça, ou c'était plus la génération d'après, c'est-à-dire les ultrabooks, ce qu'on connaît aujourd'hui ? Alors, il y a 2 facteurs, effectivement, qui se sont conjugués pendant le netbook. Il y a déjà le phénomène tablette, parce que nous, on est présents sur les tablettes, en fait, depuis très longtemps, parce que notre première tablette, elle date de 98, certes, pour le monde professionnel, mais bon, on était quand même présents sur cet environnement-là. 98, il faut quand même se rappeler que l'iPad, c'est 2010. Voilà, donc, et puis on a eu d'autres, on a eu avant le lancement de l'iPad aussi, on avait lancé une petite tablette qui emportait un operating system, alors que je me trompe pas, c'est ce qu'on Windows appelait, CE. C'est ce qu'on appelle les tablettes c'était les tablettes PC. Alors les tablettes PC était une tablette qui avait un environnement Windows complet. Ah, c'est ça, voilà. Là, on était plus sur un écosystème créé complet qui était autonome avec des systèmes d'application qui est un peu similaires avec ce qu'on a aujourd'hui. On n'était pas nés, Pierrick, peut-être. Si, on était. Si, quand même. Donc voilà, ça c'était le premier facteur. Donc la tendance sur les tablettes arrivait, on voyait quand même le marché grossir. Et puis le deuxième élément, c'est que le prix moyen du PC, du notebook, on va dire pas léger, mais pas très performant, aussi baissait en même temps avec des zones de prix qui, elles aussi, oscillaient entre 299 € et 399 €. Donc en fait, le compromis, alors certes, il y avait la mobilité qu'offrait le netbook, mais en même temps, l'ergonomie d'un PC 15 pouces était claire, et puis finalement, le plus en termes de prix n'était pas si élevé que ça. Donc voilà, ces 2 phénomènes ont fait qu'on a eu. Voilà. Et puis, peut-être aussi la frustration de ceux qui ont cédé au netbook et qui ont été finalement assez déçus du résultat. Oui, il y a eu beaucoup de mécontents. Et puis donc il y a eu cette arrivée des premiers ultrabooks, et on peut dire que le Kira, c'est le... Alors le Kira, on est vraiment dans la lignée, on a un produit donc, qui pèse, on parlait de poids et de durabilité tout à l'heure, mais qui pèse 1,2 kg, 1,3 kg, avec une matrice, avec un écran de 13 pouces, qui lui est tactile.
donc on est quand même sur du haut de gamme, et qui en plus offre une C'est une différence par rapport à vos concurrents d'en face. Oui, tout à fait, et qui en plus a un écran de haute définition de 1560 lignes sur 1440. Donc en même temps, on y a ajouté un écran à haut contraste pour offrir une qualité de vision qui soit vraiment excellente. Et en plus de ça, puisque pour nous l'expérience audio-vidéo est fondamentale, on y intègre un système son Harman Kardon et qui en travaille depuis de nombreuses années sur la partie notebook. Donc on a un produit très haut de gamme qui à la fois est léger et à la fois très performant et qui offre le maximum de confort en audio-vidéo. Alors quand on dit haut de gamme, on a envie de demander le prix, ça coûte combien un Kira ? 1700 €. Alors si on rentre dans les specs, on est en Core i7, on est en SSD 256, bon voilà. Core i7, c'est ce qui se fait de mieux chez Intel sur un portable. Ça veut dire que le positionnement prix aussi, c'est d'aller vers là aussi le haut de gamme et notamment les produits Apple. Oui, alors après pour le segment Apple, pour nous le client Apple, il y a le client Apple et il n'y a rien d'autre qui existe. Il y en a beaucoup. Et après, il y a celui qui, effectivement, son cœur balance, n'a pas une aversion entre Windows et macOS. En revanche, il cherche justement un produit de haute qualité, de haute performance, qui soit très bien fini et qui soit vraiment un produit exclusif. Donc là, on cible vraiment cette catégorie de clients. Il y en a. Il ne faut pas se leurrer. Et voilà, on y va. On a un savoir-faire, on a des atouts qui est là depuis de longue date, donc on y va. Moi, il y a un point alors ça n'a rien à voir avec la technique, mais je trouve ça très bien que vous appeliez votre Ultrabook Kira, parce qu'on a suffisamment pesté avec Pierrick contre les noms à rallonge. Les EZ2397 TZ. C'est simple, c'est Kira. Voilà. Pas de X machin, etc. Kira. Ça c'est bien. Il y a eu un deuxième portable qui a été bien remarqué au CES. Alors pour le coup, c'est une autre approche. C'est un Chromebook. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un Chromebook, Florent ? Juste pour rappeler, parce que ça c'est très intéressant, on en a parlé juste avant, donc c'est une très bonne transition. Le Chromebook est un petit peu la fusion entre le notebook et ce qu'on veut offrir avec une tablette ou justement un netbook. C'est-à-dire à la fois un produit ergonomique, puisqu'on est sur un écran de 13 pouces, un clavier plein, des ports complets, donc pas de compromis. On est un peu plus lourd que le Kira parce qu'on imagine bien qu'on ne va pas utiliser les mêmes matériaux. En revanche, en termes d'usage, parce que là on est sur un usage un peu différent, comme le cloud et le stockage sur le cloud est de plus en plus utilisé maintenant par les consommateurs, on a vu dernièrement Dropbox lever encore, je ne sais plus combien, 60 millions, beaucoup, énormément. Donc l'usage tout le temps connecté avec des informations sur le cloud est une réalité dans la manière de consommer son informatique. La tablette montre que c'est de la consommation, c'est très clair, et après l'ergonomie c'est justement sur la partie notebook. En revanche, sur un Google Chrome, on n'a pas une capacité de stockage très élevée. On a 16 ou 32 gigas, on a un Celeron, mais on n'a pas forcément besoin de plus, puisque justement on va Celeron, c'est le processeur. Le Celeron, oui, tout à fait. Qui est beaucoup moins rapide que le Core i7. Oui, mais on ne fait pas la même chose. Ouais. On est vraiment dans un rôle de consommation avec un produit qui utilisera l'OS justement de Google. Ça donne un portable qui est donc beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher, parce qu'il y a beaucoup moins de composants très haut de gamme intégrés, même si l'écran est quand même de bonne qualité, mais effectivement on parle de Celeron, on parle de peu de stockage, donc on a un positionnement à 299 € pour un portable 13 pouces qui fait 1,5 kg environ. Donc on est au prix finalement du netbook d'il y a 3 ans, que vous ne faisiez pas forcément. Mais avec une ergonomie de notebook. L'usage, c'est un usage quoi de divertissement immédiat, d'aller... Alors, effectivement... Qui sert à quoi alors déjà, en tant que joueur, je me dis, il ne sert pas à jouer. Non, voilà. ça c'est très clair, il ne cherche pas à jouer. Éventuellement à faire du casual gaming sur les applications disponibles, mais on ne va pas effectivement aller très très loin sur l'usage gaming. Donc ça, je te l'accorde. Voilà, il y a d'autres très bons produits. Exactement, pour la partie gaming. Mais à qui vous vous adressez avec ce genre de produit ? Pour quel usage en fait ? Alors, c'est vraiment pour ce qu'on appelle de la bureautique classique, sans aller... très très loin connecté
mais tout le temps connecté, tout à fait. Tout le temps connecté. Ça veut dire qu'avec ce produit-là, vous pouvez vous adresser à une clientèle plus professionnelle que les particuliers, en fait ? Alors, c'est pas encore l'usage qui peut être fait dans les entreprises. Alors dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle effectivement les terminaux clients, enfin le client léger, qui effectivement sont juste des produits qui se connectent et qui utilisent le serveur de l'entreprise ou même d'ailleurs en SaaS pour se connecter et avoir toute son infrastructure. Je ne sais pas si à ce jour les entreprises sont prêtes à passer sur cet environnement-là. Parce que le prix est quand même hyper attractif là pour le coup. Tout à fait. C'est quoi ? C'est la relative jeunesse du système qui fait que les boîtes sont quand même très attachées à Windows et à l'environnement qu'elles connaissent. Alors, tu parles des entreprises, quand je dis les boîtes, oui. Alors, les entreprises, c'est toujours le problème de la sécurité. Dans les TPE, on va dire qu'ils en sont moins conscients, mais dès qu'on passe sur une entreprise, une PME, TI, ou voire grande entreprise, le maître mot, c'est la sécurité, les brèches dans l'entreprise. Alors, on sait déjà qu'il y en a un paquet. Si en plus on en rajoute une, parce que l'OS n'est pas un truc que l'on maîtrise, que les SI maîtrisent complètement, oula, ça prend un peu de temps. On l'a vu sur la partie smartphone, parce que les smartphones au départ, il y avait, l'adoption en entreprise a été finalement assez tardive. On a eu BlackBerry a lancé des terminaux ultra sécurisés, donc finalement qui ont mis en confiance les entreprises. Mais avant ça, c'était compliqué. On se disait, oulala, Windows CE, c'est une brèche, machin, etc. Bon, finalement, tout se nivelle et on arrive à trouver, les entreprises arrivent à trouver des solutions. La jeunesse des nouveaux operating systems sont effectivement des choses qu'on mettrait que généralement pour passer un nouvel OS, on attend l'ASP, ne serait-ce que chez Microsoft, on attend l'ASP1 pour migrer. Alors pour ceux qui veulent passer à Windows XP, je voudrais signaler que c'est trop tard. Oui, c'est qu'ils vont arrêter le développement des mises à jour, donc vraiment, il va vraiment falloir penser à migrer. Windows 8 maintenant, pour ceux qui veulent être à jour. Donc on n'a pas parlé de la dispo de ce Chromebook. Alors qui les sort deux produits seront disponibles à la fin du mois de février ou début. Vous le retrouverez en magasin à partir du mois de mars. D'accord. En France, le lancement était mondial, donc il est à peu près disponible partout. Dans un mois, un gros mois. Exactement, tout à fait. Donc à 1700 1700 pour le Kira et 299 € pour le Chromebook. Voilà pour ce point assez complet sur l'actu de Toshiba en matière de portable informatique, pour être clair. On va marquer une petite pause très courte. On va faire une pause avec Pierrick justement pour parler jeu et on va appuyer sur le champignon. À tout de suite. Bon, Pierrick, il paraît que tu as été à 2 doigts d'entrer dans la police. Oui, je sais que ça aurait été une perte incommensurable pour la presse et devant la menace de grève de la rédaction pléthorique de Watch TV, je pense notamment à NJ bien sûr et à Philou, j'y ai renoncé, voilà. Mais bon, à force de monter dans ma Merco de la police du comté de Redview pour arrêter des chauffards, j'avais envie d'un gyrophare sur ma Tourane. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, Benjamin. Need for Speed Rivals, voilà, revient sur vraiment ce qui a fait le succès de Hot Pursuit, on va voir ça en vidéo, il y a quelques années, avec la possibilité, bien figurez-vous, de jouer soit la police, soit les voyous. Depuis Belmondo, on n'a jamais fait mieux. Alors je me voyais, moi, j'ai déjà dans la peau du sergent Pepper. Je sais pas si tu te souviens, Benjamin, de ces vidéos de Cad et Olivier. Évidemment. Voilà, culte, évidemment, qu'on peut revoir sur Internet. Voilà, voilà, on rigole bien c'était avec le toi, sergent en fait. Pepper. Non, c'était pas moi. Alors revenons à nos cylindres. Rivals, c'est la version sous ecstasy d'un GT6, de la vitesse, des crashs énormes, des courses-poursuites sur un terrain de jeu vraiment imposant. Alors je préfère quand même la partie voyou parce qu'il y a plus de diversité, c'est pas pour des raisons de diversité. Voilà, c'est pas parce que j'ai envie d'être un voyou, Benjamin, tu me connais. Alors, parce qu'il s'agit pas seulement d'échapper à la police, il faut aussi gagner des courses. La grande force de Rivals, c'est aussi un mode multijoueur avec la possibilité de jouer avec plusieurs copains. Alors pas tant que ça quand même. Il faut débloquer les voitures. Voilà, on voit le démarrage d'une course. Il faut débloquer les voitures au fur et à mesure avec l'argent que l'on va gagner, mais aussi des petits plus pour essayer d'arrêter les chauffards. Par exemple, quand on joue avec la police, il y a des hertz qui peuvent être très pratiques pour leur crever les pneus. Des hertz, d'accord. Des hertz, voilà. Dernière chose, pas des mégahertz,
ça, Benjamin. Dernière chose que j'ai appréciée sur cette version testée sur PS4, eh bien, c'est le climat. On peut le voir ici, les changements de temps dans les courses-poursuites. Pourri, oui. Voilà, on se croirait à Paris, avec la nuit, le jour, la pluie, la neige. C'est assez grisant et le bruit du moteur est aussi emballant. Même si, il faut bien le dire, quand on joue la police, on a très très vite envie d'enlever le son, pom, pom. Voilà, pas la peine de déposer plainte. Moi, ma femme, elle est arrivée très très vite en me disant baisse le son. Voilà, Need for Speed Rivals, c'est une belle réussite, plaisante, fun. C'est beau, mais franchement, vous aurez vraiment pas beaucoup de temps pour admirer le paysage. Voilà, bon, merci Pierrick. Donc PS4 et Xbox One aussi bon, oui, mais là, j'ai toujours pas, donc j'ai pas pu tester, donc on va dire PS4. Hein, Comment ça, t'as toujours pas de Xbox One? Non, toujours pas, mon vieux. Il va falloir me débloquer les crédits, Benjamin. On va en parler à la fin de cette émission. On va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup Pierrick. Pierrick, on se retrouve évidemment aussi sur Watch dans À quoi tu joues, l'hebdo des jeux vidéo. C'est toutes les semaines à 21h en direct. Et donc, si vous avez raté l'émission de ce soir, elle repasse sur Watch toute la semaine. Ne la manquez pas. Allez, on tourne une petite page, sans pub cette fois-ci, et on se retrouve avec Florent Lafarge, le directeur du marketing de Toshiba, pour parler d'écrans, mais des écrans un peu plus grands. À tout de suite. Ah, le 4K, il n'y en avait que pour la ultra haute définition à Vegas, Florent. Donc pour ceux qui en doutaient encore, maintenant c'est une sorte de lame de fond qui... J'ai désespérément cherché... Le 4K. C'est vrai qu'on on n'est pas dans Qu'est-ce qu'on fout, Benjamin. Qu'est-ce qu'il me fait? Il y a une boîte d'œufs, si tu veux, Pierre. Le 4K. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans l'Ultra HD, s'il te plaît. Voilà, on va dire Ultra HD. Ultra HD. Comme merci, ça, on mettra tout le monde d'accord. Juste pour préciser, le 4K en fait, c'est les broadcasters qui filment en 4K, mais les diffuseurs. Voilà, effectivement, mais c'est projeté sur des écrans Ultra HD. Voilà, Ultra HD, on va dire que c'est l'appellation commerciale, on peut dire ça. Pour les écrans, oui. Ouais, c'est ça. Ça veut dire concrètement 4 fois plus de points que dans un écran Full HD exactement. D'aujourd'hui. Alors des écrans Full HD à Vegas, j'en ai pas vu beaucoup. Ça veut dire que voilà, on est déjà à l'étape d'après. Alors c'est pas une étape d'après. L'Ultra HD fait partie vraiment de l'évolution de la définition de la télévision telle que le Full HD l'a été quand avant on était en HD, enfin en SD, si tu veux. Le Full HD, on a vite oublié, mais le taux d'adoption a été à peu près similaire. Ça a duré 2 ans et après, effectivement, ça a pris 5%, puis après ça grossit. Ça va être exactement la même chose. Pour l'instant, les écrans sont encore un peu chers, mais le mouvement à la baisse, il a commencé très sérieusement. On a oublié le prix des premiers Full HD. Non. Si. Quand je pense au prix de ma télé HD Ready avant le Full HD, elle tient le choc, remarque. C'était autour de 2000 euros. Ouais, voilà. Il n'y a pas de... Et quand on la regarde aujourd'hui, ça fait un peu peine. Et oui, parce que déjà, il te manque la moitié des points par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que, alors même si les prix ont un peu tendance à baisser, que vous serez prêt pour la Coupe du Monde de foot? Ou est-ce que la majorité des gens s'équiperont encore en Full HD? Alors, pour la Coupe du Monde, déjà aujourd'hui, on a des écrans Ultra HD disponibles sur le marché. Donc, chez nous, Toshiba, on a commercialisé ça maintenant il y a 2 ans. On a oublié ça, le fameux ZL2. ZL2, absolument. Qui était le premier écran Ultra HD commercialisé sur le marché mondial. Donc maintenant, on est à notre 3e génération qui sortira effectivement pour la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, pour l'équipement de la Coupe du Monde, si on veut le faire aujourd'hui, on le peut. Et d'ici la Coupe du Monde, vous reverrez aussi beaucoup d'annonces d'ici là qui ont déjà été plus ou moins faites courant du CES, qui effectivement commercialisent des écrans. Parce qu'on sait que ça joue, on va dire 3-4 semaines avant le début de la Coupe du Monde. Ça a été un soulagement, j'imagine, quand l'équipe de France s'est qualifiée pour... vous avez tous, dans tous les fabricants de télé. Voilà, bon. Il faut dire... Enfin, il y a eu, justement, entre les 2 phases, enfin, entre les fameux 2 matchs... Entre les deux matchs, justement, il y a eu beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché si jamais on ne fait pas la Coupe? Il fallait 3-0 quand même. Donc les analystes nous ont dit oui, l'impact va être plus ou moins peut-être entre 0 et 3%. Donc finalement, c'était pas énorme. Ça vous semblait aussi faible que ça, l'impact? Alors, je vais expliquer pourquoi. Les anciennes Coupes du Monde, justement, on était en phase de transition
de la TNT, d'une part, et d'autre part, effectivement, de l'adoption. On était dans on est dans la phase un peu très ascendante du Full HD. Et aussi du changement entre les écrans standards et les écrans plats. Donc finalement, on était dans un phénomène d'emballement. On était aussi dans un phénomène d'emballement de marché. Ça tombait bien. Qui était réel. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Le taux d'équipement des écrans plats maintenant est quasiment. On est bon, entre guillemets. Il reste probablement encore quelques tubes et quelques rétroprojecteurs. J'en suis certain. Sûr. Mais bon. Voilà, donc je ne pense pas on aura un effet coupe du monde tel qu'on les a eu les fois précédentes. Faut pas voir un 20% de croissance comme ça du jour au lendemain. Il y aura de la croissance, oui, il y a des phénomènes, mais c'est pas aussi fort que cela a été. Et concrètement, quelqu'un qui va vouloir se rééquiper là, entre maintenant et le mois de juin, qui va avoir à faire ce choix, est-ce que je reprends une télé standard, c'est-à-dire du Full HD, ou est-ce que je prends une longueur d'avance et je m'équipe en 4K, ça va être quoi le différentiel de prix, on va Alors, dire il semblerait que... Alors, j'utilise beaucoup de conditionnels parce que pour l'instant, on n'est pas sur cette phase-là, que les premiers prix de taille d'écran Ultra HD en 40-42 pouces devraient osciller entre 1000 et 1500 euros. Ce qui est finalement pas... Voilà. Mais bon, on verra exactement quand la commercialisation de ces produits interviendra, si on est dans ces zones de prix. Mais bon, aujourd'hui, on trouve des écrans 58 ou 65 pouces qui vont osciller entre 2000 et 3000 euros, voire un peu plus. Donc, voilà. Bon, on sait que le prix moyen, d'un télé est autour de 400 euros, mais bon, sur la partie haut de gamme, on a 65 pouces, c'est quoi? C'est énorme. C'est énorme. 65 pouces, j'ai un autre écran assez grand à te montrer, Pierrick. Pour ça, on va faire un petit retour à Vegas et on va vous montrer une des minutes CES qu'on a réalisées là-bas avec Philippe Leroux et Angélique Abadi. C'est parti, on est sur le stand Toshiba. Regardez. La minute CES depuis Las Vegas, Benjamin Vincent. La minute CES sur Watch TV, toujours à Las Vegas. On est sur le stand Toshiba avec un écran vraiment énorme. Regardez, 5120 par 2160. Alors on parle beaucoup de 4K ici, mais on est déjà au 5K avec cet écran. Un format 21/9, c'est très précisément du 2:35:1, c'est le format cinéma. C'est vraiment, on va dire, le ratio d'image qui permet de recréer à la maison ce qu'on vit dans une salle de cinéma. Voilà. Je pense que c'est pas pour tout de suite et c'est pas dans nos prix, mais quelle beauté. Rendez-vous dans 1 heure pour une nouvelle minute CES. Voilà, la minute CES avec la voix de Louise, minute que vous retrouvez toutes les heures sur Watch TV en rediffusion. Florent, cet écran, alors voilà, on parle de 5K en disant que c'est l'avenir, enfin c'est demain, mais le 4K, l'Ultra HD, le 5K arrive, on a même vu du 8K, je crois. Alors là, effectivement, non, 5K, c'est en fait un Ultra HD. On a la tête qui tourne. Oui, c'est l'Ultra HD sur lequel, dans la mesure où on utilise un format 21/9, donc qui est cinémascope, si on peut dire, en tout cas orienté cinéma, on a plus de lignes, enfin plus de colonnes à ajouter à droite et à gauche de l'écran. Donc c'est pour ça qu'on parle de 5K. Les 8K, c'est autre chose. C'est le double du 4K. Voilà, exactement. Alors, il y a certaines initiatives qui sont faites au Japon, notamment, pour voir si le 8K pourrait être l'avenir après l'Ultra HD. Pourquoi pas, hein, on y est déjà. Mais déjà, on va s'occuper de l'Ultra HD. C'est ça. Donc là, en fait, sur cette partie-là, on a travaillé sur le côté immersif de l'écran. Parce qu'il y a deux drivers très forts sur le monde de la télévision. Il y a le design et la qualité de l'image, ou plus exactement l'immersion que l'on en a vis-à-vis de l'image. Alors ça passe par différents points, la taille de l'écran, mais plus on agrandit les tailles de l'écran, plus on va voir les pixels. D'où, pas l'obligation, mais l'Ultra HD devient important parce que nos salons ne sont pas extensibles à foison et on a toujours environ 2 mètres entre l'écran et son canapé. Donc si on imagine 65 pouces sur un écran Full HD, on commencerait à voir les pixels, enfin
les fameux points. Et donc une expérience absolument terrible. D'où le fait de passer en Ultra HD. Après, il y a un autre phénomène, donc c'était la définition, et le deuxième, c'est justement le côté immersif. Donc soit le côté cinémascope, j'en ai un peu plus en largeur, donc on a son angle de vision, une meilleure vision, on est mieux imprégné dans l'image. Sans avoir besoin d'être à 12 mètres. Exactement, je pense que tu as fait l'expérience qu'on se met un peu en face pendant 5 minutes, on est dans l'image, on est dedans. Alors il y a eu une grosse tendance, pardon Pierrick, je te laisse la main juste après, au CES autour des écrans incurvés. Voilà, alors sur la partie immersive, il y a 2 axes, soit je passe sur l'écran cinémascope, ou alors je fais un écran incurvé qui, pareil, en conservant son même rapport à l'écran en termes de distance, permet aussi d'avoir une meilleure immersion au sein de la télévision. C'est quoi votre sentiment sur ces écrans incurvés ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose, ou est-ce que vous les fabricants, n'avez pas trouvé un nouvel argument marketing justement pour vendre des télés ? C'est ce que je dis, on parle de driver. Le driver, il y a le design, la partie immersion ou qualité de l'image. La qualité de l'image, elle passe aussi par la perception que l'on en a. Et si la perception est plus immersive sur un écran incurvé, de facto, on en a un bénéfice. Vous voyez la différence devant un écran incurvé ? Incurvé, oui. Ouais. Sur des grandes tailles d'écran, oui. Ouais. Sur les petites tailles d'écran, un peu moins. Pierrick ? T'as pas fait l'expérience encore des écrans? Non, malheureusement, j'étais pas. Voilà, j'ai pu voir effectivement ce que ça donnait sur les téléphones à écran incurvé, mais j'ai pas pu voir effectivement les téléviseurs. En fait, je voulais signaler le chemin parcouru de façon incroyable par les téléviseurs, notamment, tu sais, depuis l'invention du premier téléviseur en Amérique latine, le fameux 1K. Je sais pas si tu te souviens, Benjamin. Voilà, ça aurait été dommage de t'en priver de celle-là. Qui l'a gardé au chaud depuis longtemps. Ça fait 2 minutes que j'essaye de la placer. C'est ça que t'avais écrit? Oui, parce que sinon j'ai pu m'en souvenir. Comme je t'écoute, je dis j'ai pu m'en souvenir. Et ça aurait été dommage. Voilà, c'était ma participation à cette émission, ça m'a fait plaisir. Merci. Voilà, vous pouvez vous rendormir. Merci Pierre. Il va être temps de tourner une page. On va revenir avec Florent dans un instant pour parler justement des prototypes, des produits du futur qui ont aussi été montrés à Vegas, et on va vous les montrer. On se retrouve dans un instant pour le petit JT de Gemtech, et on va notamment parler d'Apple et de ses résultats. À tout de suite. Ah, sacré Pierrick. Sacré Pierrick. Bon, toi qui suis maintenant un peu l'évolution des choses et les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, tu as dû suivre les résultats d'Apple. Oui, j'ai surtout vu la dégringolade du cours en bourse. Explique-moi ce qui s'est passé, parce que résultat pas mauvais. Le problème, c'est pas tant les résultats que les attentes. Tu sais, la bourse est essentiellement de l'anticipation. Voilà. Donc on anticipe des bons chiffres, on anticipe des bonnes ventes, on anticipe de l'avenir, forcément. Et disons, quand c'est un peu en deçà de ce qui était attendu, quand il n'y a pas la petite surprise en plus, on pouvait avoir quelques mauvaises surprises. Mais c'est rarement à ce moment-là qu'ils font des surprises. Non, mais on en parle. Alors, je parle même pas je parle des surprises au niveau des résultats et pas des surprises au niveau des produits. Mais Georges Naon nous en parlait la semaine prochaine dans le Gentech. La semaine dernière, pardon. Mais à force d'anticiper, j'en suis déjà à la semaine prochaine. Il nous en parlait, le patron d'Orange Lab, dans la Silicon Valley. On s'interroge beaucoup aujourd'hui sur Apple et sur sa capacité à délivrer là aussi de la croissance, et de la croissance telle qu'on l'a connue par le passé, et des bons résultats. Alors on va quand même fêter l'anniversaire du Mac qui a eu 30 ans il y a quelques jours. Pour l'occasion, Tim Cook, le PDG, est apparu sur ABC. Donc on va voir ces images, et ça va me permettre de vous donner les 2-3 chiffres clés justement du trimestre d'Apple. Donc trimestre record avec plus de 57 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 13 milliards de dollars de bénéfices, et en termes de ventes, 51 millions d'iPhone vendus en 3 mois, 26 millions d'iPad et presque 5 millions de Mac. Voilà, des chiffres à la hausse dans toutes les catégories, sauf du côté de l'iPod, où là vraiment on a l'impression qu'on arrive à la fin
d'une belle aventure. Mais ça serait intéressant, j'ai pas regardé, mais la capitalisation d'Apple qui était effectivement de 500 milliards de dollars en début d'année, c'est quand vous êtes l'entreprise, la plus grosse entreprise cotée du monde, eh bien la tendance est plutôt baissière effectivement depuis quelques semaines. Alors on va passer à un deuxième sujet dans ce petit journal de Gentech. Alors pour le coup c'est un sujet qui vous a intéressé je crois Florent il y a quelques jours. C'est un très mauvais buzz qui a pris sur internet. On va prendre l'histoire dans l'ordre. Regardez ces images et cet Américain qui part alors qu'il ne fait pas encore jour, qui part direction l'aéroport de JFK. Vous voyez c'est la veille du jour de l'an. Il va improviser un départ et l'achat d'un billet d'avion pour faire New York, l'Afrique du Sud et faire une surprise à sa fiancée qui est en Afrique du Sud. Voilà, il a tout filmé, il s'appelle Casey Neistat. Ça donne un film de 7-8 minutes qui a eu un succès faramineux, je crois plus d'1 million de vues en quelques jours sur YouTube. Voilà, il s'autofilme lui-même et on va le retrouver ensuite à l'aéroport et on va le retrouver dans l'avion et jusqu'aux plages d'Afrique du Sud. Voilà, jusque-là, pas de problème. Le souci, c'est que ça a donné des idées à un jeune Français qui a, on va dire, plagié très, très clairement le film de l'Américain. Vous voyez, ça commence de la même manière, il fait nuit, on a à peu près le même genre de synthé pour expliquer ce qui va se passer. Ce garçon s'appelle Maxime. Je vais pas trop lui faire de pub parce que visiblement c'était l'objectif de son plagiat, donc je ne vais pas vous donner son nom, je ne vais pas non plus vous donner son site. Mais voilà, il s'est filmé lui aussi. Autre destination, parce que sa copine à lui était à Cancun, donc il n'a pas pris le même avion. Et je vous propose de revenir vers nous et de les écouter l'un après l'autre. Voilà, ce sont deux séquences qu'on a juxtaposées. La première, c'est le film original. La deuxième, c'est le film de Maxime le Français. Et vous allez voir, ils disent rigoureusement la même chose. This will definitely be the furthest I've ever traveled and definitely the most expensive surprise I've ever done. Going to JFK. Je m'approche à la porte d'embarquement pour prendre un des plus longs vols sûrement que j'ai jamais pris et pour réaliser une des plus chères et plus folles surprises que j'ai jamais faites. Voilà, bon, quasiment au mot près c'est pareil. Donc ce qui devait arriver arriva. Le premier s'est rendu compte du plagiat du deuxième. Ça a donné un échange de tweets, regardez, assez cinglant. Il y a une différence entre l'inspiration et le vol. Vous devriez avoir honte et c'est donc destiné au Maxime en question et au compte Twitter de Coca-Cola. Alors, Florent Lafarge, vous avez suivi cette histoire. Comment est-ce que Coca s'est retrouvé associé à cette histoire ? Est-ce que vous avez réussi à tirer les fils hein ? C'est pas tirer le fil. En fait, c'est dans ce qu'on appelle le brand content pour les marques. On va créer du contenu pour faire parler d'une marque sur ses aspirations, quel est son univers, pourquoi elle existe, quelle est sa culture. On parle aussi de brand culture plutôt que de brand content. Enfin bon, ça c'était un terme assez marketing. Et en fait, on va créer des histoires pour justement créer du buzz autour de la marque, quelle qu'elle soit. Alors, a priori, c'est ça qui m'étonne. Oui, on peut imaginer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le jeune Français est allé voir Coca, leur a proposé un scénario. Coca a aimé l'idée et a accepté de l'accompagner. Et ce qui est intéressant, c'est que Coca, quand même, est une entreprise un peu, comment dirais-je, internationale, américaine même. Parce que le buzz primaire, il existe, il est là. Donc, Mais, Benjamin, il y a un truc, excuse-moi, je vais être un peu idiot, mais je comprends pas comment il y a 1 million de personnes qui puissent se tarter 7 minutes d'un mec qui te dit « Ah, je vais retrouver ma copine à l'autre bout de la terre, ça va me coûter un bras, mais je suis bien content parce que ce soir, ça va être les grandes retrouvailles et la fête du slip, comme on dit. » Je ne comprends pas. 1 million de vues. Ce sont des histoires. Les gens adorent les belles histoires. Oh bah, il faut regarder Mimi Mati sur TF1, il y en a plein des belles histoires. Je ne comprends pas. Alors, et on se dit tous qu'on va finir par... On se demande tous quelle tête peut avoir la fille pour laquelle on fait 8000 km. J'ai vu la tête du mec.
mal placé pour ça, mais... Enfin, je ne comprends pas, Benjamin, je te dis, voilà. Alors, ça a quand même fait un gros bad buzz, hein, un buzz négatif. Un buzz négatif, avec une avalanche de réactions, notamment cette réaction sur Twitter, mais voilà, j'ai sorti celle-là, mais il y en avait beaucoup d'autres, voilà. L'un a fait ça par amour, l'autre par amour de l'argent. Bon, voilà, effectivement, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un bon buzz. Voilà, ça a fait beaucoup de bruit et je pense que c'est une histoire dont on peut s'inspirer. Il faut rendre à César ce qui est à César, et quand on s'inspire de quelqu'un, mais il faut jamais oublier de le C'est dire. pour ça que ma blague sur le 1K, je vais aller la déposer tout de sur suite. Twitter, et le premier qui me la pique, sans me citer, ça va y aller. Voilà, dénoncer à Coca. La dernière info de ce petit JT, Pierrick et Florent, elle concerne GoPro. Vous connaissez cette caméra tout-terrain qui donc vient des États-Unis. Et bien, GoPro vient d'inaugurer un siège, enfin en tout cas une antenne européenne à Munich. Ça a donné l'occasion au fondateur de GoPro que vous voyez là, qui tient lui-même la GoPro d'ailleurs, hein. C'est la GoPro qui... Voilà, il s'autofilme, c'est un selfie vidéo, on va dire. Voilà, c'était hier soir, je crois, à Munich. Et donc, voilà, GoPro met un pied en Europe. Alors, Florent, ça me permet d'enchaîner sur vous, parce que chez Toshiba, vous êtes arrivé il y a quelques mois sur ce marché de la caméra baroudeur. Alors avec un ensemble, on va dire, là aussi hyper compétitif. Il y a tout dans la boîte en plus. Tout dans la boîte, effectivement. On a un peu, alors on n'est pas des nouveaux nés entre guillemets dans le monde du caméscope numérique, hein, puisqu'on on est toujours d'ailleurs leader sur le caméscope. Enfin, vous savez, le petit comme ça. De points, de points. Qui vit des heures assez compliquées face à l'avènement des smartphones, hein, je ne vous cache rien, je pense. Et toujours donc avec du flip, moi, personnellement. Mais... Le flip, oui. Le flip, bah oui, bien sûr. Donc sur un marché qui, là, pour le coup, était orienté famille, avec une offre packagée, économique, prête à l'emploi, avec un petit trépied, avec ce qu'il fallait, une housse, enfin le tout embarqué. Donc on est parti de cette idée-là que le caméscope de sport, on va l'appeler comme ça, il y a un côté un peu extrême avec ce qui existe chez GoPro. Ils ont créé le marché, il faut quand même le dire. Ils sont arrivés au départ avec un petit caméscope, ils sont montés la 1, la 2, la 3, enfin, faut pas du tout renier les origines de ce produit-là. Mais en revanche, on a pris un angle où on reprend le savoir-faire que l'on a fait sur les Camiléo, donc caméscope numérique, avoir un produit prêt à l'emploi pour la famille, facile à utiliser, sans être obligé de faire des réglages tire-larigot pour savoir exactement qu'est-ce qu'on filme. Donc ça veut dire quoi ? Sur notre caméscope, on a intégré un écran derrière de 2 pouces, largement suffisant pour savoir qu'est-ce que l'on filme, mais il n'y a pas besoin de rajouter une option supplémentaire. Sur la GoPro, c'est une option. C'est une option supplémentaire, effectivement, qui en plus grossit le casing, qui demande de racheter un nouveau... Casing, c'est la boîte. La boîte, pardon. Je fais ouais, t'as raison. La traduction. Qui alourdit considérablement le produit et diminue l'autonomie de manière aussi extrême. Donc là, nous, le produit est directement pensé avec cet écran. On y a rajouté aussi un zoom numérique pour pouvoir justement utiliser ce fameux zoom. Alors au départ, parce qu'après, vu qu'on est lancé, on ne peut plus trop zoomer en même temps que l'on fait son sport. Et ça, d'une part. D'autre part, c'est toute une série d'accessoires qui est directement intégrée avec le paquet lorsqu'on achète le produit pour avoir une utilisation quasiment 90% de ce que l'on souhaite faire en famille, du vélo, soit se le porter sur un casque ou le coller un peu où est-ce que l'on veut. Et ça veut dire que cette nouvelle famille de caméras remplace les modèles précédents. La caméra tout-terrain, c'est ce que demande le grand public maintenant. Alors, en fait, au départ, le caméscope, son c'est utilisation... toujours une niche, les surfeurs, les skieurs... Non, ça c'est terminé. Alors, c'était probablement le cas au début de ce marché-là, où effectivement, c'était très axé, on va dire, sport extrême. Maintenant, c'est plus le cas. On veut faire du vélo, on a une caméra de sport. On veut faire du speed sail, on en a. On veut faire de la planche à voile, on en a. Enfin, pas besoin de
Pour mon prochain match de rugby, moi je m'en fous, sur le voilà, casque comme aussi. ça va être sympa. Comme les arbitres. Voilà. Les arbitres, on a des belles images d'ailleurs d'arbitres qui portent ce genre d'engin. Dans la mêlée, je suis moins sûr, mais bon. Non. Parce que vous savez, c'est rentré dans les mœurs. Et quand on regarde l'utilisation que l'on faisait des caméscopes numériques, c'est je prends un peu tout, mais en mouvement, et surtout en mouvement, parce qu'on voulait prendre un moment unique sur le vif et immédiatement. Donc voilà, les caméras de sport sont certes considérées pour le sport, mais pas que, aussi un peu tout le temps lorsqu'on veut faire des choses diverses et variées. Et la X-Sport chez Toshiba, elle vaut combien ? Et la X-Sport chez Toshiba, le tout intégré vaut 249 €. Avec des avantages qui sont l'écran, je l'ai dit, l'autonomie, ça c'est un point très très important, qui est, on va dire, les faiblesses remontées sur ce genre de produit d'une manière générale. Avec notre produit, on a quasiment 1 heure et demie d'utilisation avec cet écran intégré. Et ben voilà. Donc on filme vraiment ce qu'on a envie de filmer, et pas à côté ou une moitié d'écran, ou une moitié de tête par exemple. Merci Florent, il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble, donc on va marquer une très courte pause et on va revenir au CES de Las Vegas dans un instant. Bon, à Vegas, on parle aussi du futur, alors d'un futur proche ou lointain. On va voir ça avec Florent, avec 3 produits qui étaient sur le stand Toshiba à Vegas et qu'on est allé voir avec l'équipe de Watch TV. Alors on va tout de suite voir les images du premier de ces produits. Florent, c'est un ordinateur portable 5 en 1. 5 en 1. Alors expliquez-nous. Concept 5 en 1. Ouais. Alors toujours pareil, on travaille sur l'ergonomie, on est toujours sur un produit Ultrabook, donc fin, léger, vous le voyez, il a un écran de 13 pouces, on ne se rend pas compte, il a un écran de 13 pouces, le point on ne le connaît pas parce que c'est un concept, mais l'idée c'est vraiment d'avoir... Il est sous verre, on ne peut pas le toucher. Voilà, l'idée c'est que on puisse avoir de multiples usages que l'on peut rencontrer aujourd'hui avec un outil informatique. Donc on avait d'abord le produit notebook classique, on va dire. Là, c'est une tablette un peu améliorée, ou plutôt un tableau pour pouvoir écrire correctement. Ensuite, une version qu'on pourrait appeler comme un all-in-one, les fameux PC tout intégrés, avec un clavier donc amovible que l'on pourrait... avoir sur les genoux. Oui, c'est ça. Là, on voit que le clavier se sépare. Voilà, complètement séparé. Après, il y a effectivement la tablette classique, c'est-à-dire que l'écran se déchausse complètement de la partie charnière, ou alors, carrément, on le retourne complètement, et on retourne même le clavier pour ne pas avoir le clavier sur ses jambes lorsqu'on a retourné le produit. Voilà, c'est un concept... Qu'est-ce qui empêche ce produit d'arriver assez rapidement? Absolument. C'est un concept, on a voulu montrer ce qu'on était capable de faire avec des produits très nobles, un produit haut de gamme, tout intégré, avec beaucoup de SSD, beaucoup de technologie, parce qu'il y a des batteries un petit peu partout pour faire fonctionner l'ensemble, avec des nouvelles technologies de Bluetooth. Enfin voilà, on a un peu poussé le concept. C'est l'ordinateur du PDG que vous avez fait un ordinateur. Exactement. Voilà, c'est ça. Ah mais donc clairement, pas que. Pas que, non mais on peut imaginer le voir arriver dans les prochains mois. Enfin, c'est tout sauf impossible. Pour l'instant, c'est un concept. Voilà, pour l'instant, mais nous on y croit à ce 5 en 1. Le deuxième produit, alors qui est assez étonnant, qu'on a découvert sur le stand Toshiba, ça se passe plutôt dans la salle de bain. Et on va laisser Sami Toupet, notre envoyé spécial à Las Vegas, vous le présenter. Salut à tous, bienvenue dans la Minute CES sur Watch TV. Nous sommes sur le stand de Toshiba qui nous présente sa vision du futur. Le futur sera connecté, y compris dans la maison. Imaginez, vous vous réveillez, vous portez sur vous bien sûr votre bracelet connecté et vous apercevez sur votre miroir de la salle de bain des informations vitales, des informations sur la journée à venir, comme par exemple votre agenda, la météo qui va faire, le nombre de calories brûlées la veille et le nombre de pas effectués la veille. Voilà, c'est un miroir sans teint équipé d'un écran qui communique avec votre smartwatch. C'est le futur selon Toshiba et c'est sur Watch TV. Et en plus, il est poli, hein, Have a nice day, tout ça. Dans ce miroir de salle de bain, Florent, c'est Minority Report ou est-ce que ça arrive vraiment? En fait, oui, il y a une fois de plus, tu en parlais tout à l'heure sur le concept de 5 en 1, toutes les technologies qu'on a montrées, elles existent. Sur l'écran, la glace sans teint en fait derrière, Good morning, voilà, ça fait plaisir.
ce qu'on appelle un écran d'affichage un affichage dynamique, qui se connecte avec tous les outils. Comment ça s'appelle, pendant le CES, on a eu plein de smartwatch, de smart bracelet, de smart machin, voilà, tout ça se connecte, mais après, c'est comment est-ce qu'on communique les résultats de ces fameux outils connectés. Alors oui, il y a la tablette, pourquoi pas, mais maintenant, je me vois mal sur mon sofa en train de regarder mes résultats. Non, on a besoin de ces informations qui sont liées, on va dire, à son hygiène immédiatement lorsqu'on est dans sa salle de bain. Et voilà. Et juste, si on a pris 15 calories, on se dit je vais pas reprendre un croissant ce matin. Voilà, exactement. C'est ça. Généralement, voilà. Donc on est allé pousser à l'extrême de les produits existent. Quel est l'usage que l'on peut en faire tous les jours, demain? Enfin, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que ça semble assez évident d'avoir ce... J'imagine que ça intéresse beaucoup les hôtels aussi, ce genre de produits pour les clients. Les hôtels. C'est-à-dire les écrans à miroir Oui, avec des informations. C'est des choses que j'avais vues à l'IFA. Les chambres d'hôtes aussi. Les chambres d'hôtel, tu sais, Benjamin. D'ailleurs, mon cher Benjamin, pendant que tu étais dans la salle de bain, tu aurais pu en profiter pour te raser. C'est une excellente transition, effectivement. Parce que l'affichage dynamique, parce que ça fait partie des catégories de produits sur la partie écran, de l'affichage dynamique, sont en pleine explosion. Le premier, c'était effectivement les hôtels. Sur les hôtels de luxe, il existe maintenant des miroirs sans teint avec un écran de télé directement intégré. Donc ça permet d'avoir un design à la chambre qui fait moins salon et plus chambre. Enfin, voilà, c'est travailler là-dessus. Et puis enfin, dans les entreprises, l'affichage dynamique explose. Vous le voyez dans les magasins maintenant. Des écrans sur lesquels on peut essayer ou se voir directement avec les vêtements, etc. Oui, tout à fait. Florent, il nous reste 1 minute 30. Je voudrais qu'on voit d'abord ce bracelet que vous montriez au CES. Ça a été l'une des grosses tendances, hein, évidemment, les produits connectés. Et vous aviez vous aussi votre bracelet intelligent. C'est un sample unit. Voilà, sample unit avec un très bel écran. Voilà, la plupart des grandes marques arrivent, LG, Sony, les nouveaux venus comme Fitbit, etc. Clairement, vous allez y aller aussi. Les wearables, enfin, ça fait partie de ce qui se porte. Ce qui se porte, voilà. C'est très tendanciel. Aujourd'hui, je n'ai aucune information concernant le futur de ce genre de produit. Maintenant, au CES, il n'y avait pas de date, pas de prix. Rien du tout. C'était un sample que l'on a montré. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Ça fait partie quand même des technologies de demain. Et Toshiba étant un industriel de ces genres de technologies, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. Votre montre, c'est une vraie. Elle fait rien de particulier. Non, elle fait rien du tout. Elle donne l'heure. C'est pas mal déjà. C'est déjà très utile. Florent, il nous reste 45 secondes pour dire un mot de ces affichages dont on parlait au début de l'émission. Il y a un salon là qui se tient ces jours-ci. La semaine prochaine, l'ISE à Amsterdam, où effectivement on va montrer tout notre savoir-faire pour les écrans dédiés pour les professionnels. On va aussi annoncer beaucoup de nouveaux écrans avec des usages très particuliers, sans tout dévoiler. Allez, il y a des écrans 32/9e. 32/9e. C'est-à-dire en fait la moitié. Mais la moitié d'un écran Full HD, vous voyez, donc qui permet d'avoir des affichages un peu plus plats. Panoramique, quoi. Ouais, exactement, oui, tout à fait. Qu'on pourrait retrouver par exemple dans les trains, dans les métros pour faire de l'affichage. Ça existe déjà au Japon. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas exister dans notre RER. Voilà une dernière info pour finir avec vous, Florent Lafarge. Merci beaucoup d'être venu dans Gentech. Merci beaucoup à tous les deux. Sur Watch TV, on était très heureux de vous accueillir avec Pierrick, enfin moi surtout. Pareil. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais là oui. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Pierrick. Benjamin. Bonne fin de soirée. Merci de votre fidélité à Gentech. Bonsoir et bonsoir. Bonsoir, voilà. On a tout dit. Salut.